Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être présents un lundi matin. Voilà, c'est une belle preuve d'engagement de votre part pour la présentation de cette charte sport et handicap pour l'accueil et l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans les lieux de pratique sportive et même plus largement d'activité physique et sportive. Alors on va procéder aux introductions et aux mots d'accueil de Noé Robin, qui est ici chargé de mission Métallo 2024 à la Maison des Métallos et qui a la gentillesse de nous accueillir dans ce très bel endroit, très signifiant pour nous, étant donné que c'est un lieu de la mairie de Paris, donc il y a une inscription territoriale ici. Nicolas Castoldi, qui est directeur délégué auprès du directeur général de l'AP-HP. Fabrice Gzil, qui est professeur à l'EHESP et directeur adjoint de l'Espace Éthique Île-de-France. Yves Renoux, grand compagnon dans la création de cette charte, qui est membre des convivialistes et dirigeant à la FSGT, la Fédération sportive et gymnique du travail, et Jean-Pierre Lepoix, membre du bureau du centre EPS et Société. Je vous laisse vous installer ici et j'invite Noé Robin à faire un mot d'accueil. Merci beaucoup à tous d'être présents. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents. Alors tout d'abord, je dois commencer mon mot d'accueil par une excuse, celle de Stéphanie Aubin qui malheureusement ne peut pas être présente. Stéphanie Aubin, c'est la directrice de cette maison qui est retenue pour des raisons de santé, mais qui aurait voulu être là avec force et passion, tant le fait d'accueillir cet événement ici à la Maison des Métallos était vraiment une de ses envies et une de ses intuitions très fortes. La Maison des Métallos, donc c'est un établissement public de la ville de Paris qui s'est spécialisé ces derniers temps dans la rencontre. Et c'est cette rencontre aujourd'hui dont on est très, très content. Donc on reçoit des artistes dont certains sont dans cet auditoire même et que je remercie de leur présence. Quand je parlais de rencontre, c'est que la Maison des Métallos vise à faire de l'art une ressource pour l'ensemble de la société. Éviter d'arrêter le découplage qu'on peut avoir entre des propositions artistiques et des problématiques sociétales fortes. Et donc, quand s'est posée la question des Jeux olympiques et paralympiques 2024, Stéphanie Aubin a souhaité directement aller sur une paralympiade culturelle, tant ses collègues étaient sur d'autres préoccupations. Et nous, c'était vraiment quelque chose que l'on travaille depuis un certain temps, dont on a nos limites, dont on est conscient et dont on est très content de pouvoir traiter ces limites avec des personnes comme Sébastien Claes et l'Espace Éthique Île-de-France, mais aussi avec des artistes, de manière à penser l'accessibilité véritablement comme une universalité qui ne fait plus de différence. Donc merci beaucoup à l'Espace Île-de-France d'avoir pensé à nous, merci à toutes et à tous d'être présents, et voilà, je vous souhaite une bonne présentation de cette charte. Bonjour à tous. Merci à la Maison des Métallos de nous accueillir. Je partage le sentiment exprimé par Sébastien. Être là un lundi matin à 9h, c'est un signe d'engagement. Vous dire que on est à l'Espace Éthique Île-de-France avec Fabrice et Espace Éthique au sein duquel la PHP est très engagée. Très heureux de cet événement, de ce moment partagé, de ce travail sur la charte qui aboutit à un moment finalement très intéressant, ou un moment qui est bien trouvé, puisqu'on voit un peu plus loin ailleurs dans le monde un événement sportif qui démarre et qui est peut-être en creux ce qu'on voudrait ne pas faire ou ce qu'on voudrait faire différemment, ce qui, je trouve, nous invite tous à réfléchir à la manière de faire d'événements marquants internationaux comme les Jeux, des moments qui soient des moments de partage authentique et pas que des moments de spectacle du sport, même si le spectacle du sport a des vertus et aussi quelque chose qui peut créer de la cohésion, de la rencontre. Je ne suis pas un grand spécialiste ni du sport ni du handicap. Ce que je sais en revanche, pour l'avoir lu il y a quelque temps dans un ouvrage d'Isabelle Queval qui est extrêmement suggestif, c'est qu'au fond, le sport, ça se travaille ou ça se lit comme expérience personnelle, comme expérience individuelle, comme rapport de soi à soi, selon une polarité qui est une polarité intéressante. Dans le sport, on peut à la fois s'accomplir et se dépasser.
Et cette polarité entre l'accomplissement et le dépassement, entre une pratique du sport qui est au fond tournée vers soi et qui permet de se retrouver ou de se construire, et puis un sport qui est potentiellement aussi quelque chose qui est dans l'excès, dans le dépassement, dans la performance, qui est dans cette polarité-là. Il y a quelque chose qui est une expérience humaine d'une très grande richesse, d'une très grande force, et elle est un double titre. Elle l'est d'abord parce qu'elle fonde un partage possible avec d'autres, et puis elle l'est aussi parce qu'elle construit cette relation qu'on peut avoir avec soi-même. Et derrière ça, elle nous ouvre à une double compréhension de ce qu'est le rapport de l'individu, et chacun de nous en est un, de l'individu à sa propre nature. Cette nature, c'est à la fois ce qu'on retrouve en soi, ce qu'on construit, ce qui est nous-mêmes, ce nous-mêmes qu'on élabore peu à peu, qu'on sent, qu'on retrouve aussi d'un côté, et puis de l'autre, c'est quelque chose qu'on va excéder, qu'on va dépasser, qu'on va construire. Et cette tension-là, elle est non seulement une tension constitutive du sport, elle ouvre un horizon qui est l'horizon de la pratique, l'horizon de l'action, l'horizon de la manière dont on se fait à la fois individuellement et collectivement. Tout ça pour dire que cette idée que la pratique sportive soit quelque chose qui n'est pas simplement quelque chose aux marges, quelque chose qu'il faudrait ouvrir ou rendre accessible à tous comme quelque chose de plus, mais bien quelque chose qui est une expérience profonde, existentielle, et qu'on a envie de partager, les uns avec les autres dans toutes les configurations. Cette idée-là, c'est vraiment une très belle idée. C'est une idée qui participe de cet exercice collectif de construction de soi et de construction du social. Et je trouve que voilà, dans ce double mouvement où, encore une fois, on se retrouve, on retrouve les autres, on se construit, on construit les autres, on construit le social, il y a quelque chose qui est extrêmement inspirant et qui est un peu la base profonde de cette charte. Cette charte, je veux le dire pour terminer, je laisserai la parole à Fabrice qui la glosera bien mieux que moi, mais je l'ai parcouru, j'ai trouvé que c'était vraiment un document qui était à la fois beau et lumineux. Lumineux parce qu'il dit les choses de manière extrêmement claire et extrêmement simple, voilà, qu'il expose dans des termes parfaitement trouvés, sans complexité excessive, sans poser. Il expose une ambition, une volonté d'ouverture au sens plein et entier, de partage au sens plein et entier. Elle dit les choses simplement, elle dit les choses efficacement. C'est vraiment un très très beau document. Et donc je voudrais terminer en adressant mes félicitations, mais profondes et sincères, à tous ceux qui ont travaillé pour élaborer ce texte, parce que la beauté de l'évidence, ça demande en général beaucoup de travail. Donc bravo à tous ceux qui ont su retrouver cette force dans ce texte. Et j'espère qu'il aura une belle et grande vie. On a maintenant un peu de temps devant nous pour lui donner toute sa portée dans les semaines et les mois qui viennent, en vue des Jeux et au-delà des Jeux. Et en vous retrouvant ce matin, je suis convaincu que ce texte est pas simplement un début, mais c'est un début qui nous porte vers quelque chose qui fera une belle réussite collective. Donc bravo à tous et très bonne matinée à tous. Bonjour à toutes et à tous, je suis Fabrice Xil, directeur adjoint de l'Espace Éthique Île-de-France. Je vais être très bref, simplement vous dire à quel point l'Espace Éthique Île-de-France est heureux d'avoir contribué activement à cette charte, à avoir créé les conditions pour qu'elle soit sous une présentation agréable et lisible. Saluer l'engagement de Sébastien Claes à l'Espace Éthique qui a coordonné le collectif Sport en commun. Et puis insister sur deux mots peut-être. Le premier, c'est persévérance. La première réunion du groupe à laquelle j'ai assisté, c'était au printemps 2019. Donc cette charte, elle a traversé la crise sanitaire, elle n'a pas été abandonnée, elle a été reprise, remise sur le métier. Et avec opiniâtreté, vous êtes allé au bout, et je pense que il faut le saluer, cette opiniâtreté, cette persévérance. Et le deuxième mot, évidemment, mais il a déjà été prononcé, c'est universel. Bien sûr, les Jeux, c'est universel au sens où tous les pays du monde se réunissent en un endroit, où les grands sportifs d'un pays du monde se retrouvent en un endroit, et ça crée une forme d'universel. Mais je trouve que cette charte, elle nous rappelle aussi un sens plus profond d'universel. C'est cet universel de l'humain, de l'humanité, en dépit de la diversité des formes de vie, ou grâce à la diversité des formes de vie. Et je trouve que retrouver cet universel-là et y insister, c'est vraiment une valeur éthique très très forte, une valeur humaine très très forte qui justifie à elle seule que l'espace éthique soit fortement associé à cette action. Je vous remercie.
Bonjour, ça fait plaisir d'être dans ce lieu. Alors moi je parle pour la FSGT, alors c'est quand même émouvant pour nous, parce que c'est la maison des métallos. Et la FSGT, il y a le T de travail, et qui a été créé, pour ceux qui ne savent pas, en 1934 pour lutter contre la montée du fascisme à cette époque-là. Et donc se retrouver dans un tel lieu, et en plus magnifique, quoi, enfin, dans sa modernité. Et donc peut-être que ça sera d'ailleurs, je pense, un spot avec lequel, je m'excuse d'avoir utilisé un mot anglais, avec lequel parce que cette charte, en définitive, ça a été tout un travail de longue haleine, ça vient d'être dit, avec une diversité d'acteurs, un travail coopératif, mais en fait, elle ne vaudra parce qu'on la fera vivre. Et donc, je pense qu'on va se retrouver aussi ici, à la fois. Et d'ailleurs, l'événement, moi, je trouve, la construction de la charte, plus ce premier événement, déjà, c'est un marqueur, parce qu'on va à la fois avoir du discours, en fait, disons des moments de réflexion, plutôt là, du discours, mais il y aura aussi intégré à cet événement une pratique partagée avec là, ça sera des enfants en situation de handicap autour de la danse. Et je pense qu'il faut cultiver cette capacité de créer tout au long de cette perspective olympique et bien après, des événements à la fois qui nous fassent réfléchir, travailler, théoriser et qui permettent aussi de rendre visibles les avancées et le potentiel qu'offrent les pratiques physiques pour tous et vraiment pour tous. Alors pour la FSGT, c'était important pour nous aussi, pour je pense que 2 raisons, parce qu'effectivement, alors c'est une fédération omnisport. Et la vocation, c'est de proposer une pratique émancipatrice pour tous, mais vraiment tous. Donc, à un moment donné, être interpellé pour ce projet, c'était important. Et je dois dire bravo à la FSGT, je m'excuse, je suis militant, mais quand même, parce qu'elle a créé depuis quelques années un espace et un collectif des pratiques partagées entre personnes handicapées et personnes valides. Et on s'aperçoit, ça marche, c'est-à-dire que ça intéresse. Donc je pense que cet intérêt, il va bien au-delà de la FSGT. J'ai trouvé très intéressant les interventions qui ont précédé, excusez-moi, parce que en fait, on propose quand même, on veut montrer ensemble, tous ensemble, à l'occasion, il y a la perspective des Jeux Olympiques, mais qu'un autre sport est possible. Et un sport qui se libère et qui s'émancipe de l'emprise quand même, de la loi du profit, de l'emprise de la domination. Alors, moi, je reviens à une intellectuelle qui dit, en gros, il faut abandonner le désir de parvenir. C'est-à-dire, en gros, de dépasser les autres. Ça ne veut pas dire que la compétition ne doit pas exister. Et par contre, abandonner ce désir de parvenir, de cette compétitivité, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner le désir de s'accomplir et de s'accomplir avec les autres. Et donc, il faut repenser la compétition. On le voit bien. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer avec la Coupe comment un magnifique jeu comme le football, en quelque sorte, devient une manipulation mondiale, ça nous fait réfléchir. Donc, je crois qu'on va travailler à ce qu'un autre sport soit possible. Et ça, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des sportifs, mais c'est l'affaire de la société dans son ensemble. Donc, ça augure, disons, c'est intéressant, quoi, ce qu'on va commencer. Je crois qu'il y aura... Enfin, moi, je pense qu'on ne va pas se contenter ça a été un gros travail. Et alors, merci donc à l'espace éthique, parce qu'il a été quand même, voilà, on a dit la persévérance, la ténacité, mais la coordination. Donc, on voit aussi le potentiel du service public. Ça, c'est pas possible si on s'appuie pas sur un service public. Donc, merci à l'espace éthique, bien sûr, merci à tous les militants, les militantes qui sont engagés dans ce travail. Et maintenant, vraiment, on va avoir un défi, mais on viendra après. C'est comment on va la faire vivre, cette charte. Bon, je vais pas le faire trop long, parce qu'il y en a bien d'autres qui ont des choses intéressantes à dire. Et merci. Et ce n'est qu'un début. Voilà. Moi, ça me rappelle plein de choses. J'avais 20 ans en 68. Ce n'est qu'un début. Bonjour à tous. Moi, je suis ici au titre de l'éducation physique. Alors, ça enchaîne bien avec ce que vient de dire
Ivre-nous, puisque je suis membre des PS et Société, une association qui s'occupe des rapports entre l'éducation physique et les phénomènes sociaux. Et au titre de l'éducation physique, évidemment, nous sommes intéressés par la pratique de tous et toutes, je rajouterai, et notamment des filles des milieux populaires qui, elles, sont les plus à l'écart de la pratique, et on pourrait rajouter du monde du handicap qui peine encore à trouver sa place. Néanmoins, on voit bien que nombre d'initiatives existent qui font qu'on voit bien qu'un ensemble d'individus, de jeunes, prennent part, malgré leur handicap, à des initiatives dans lesquelles ils se réalisent et dans lesquelles ils trouvent une issue à leur vie. Alors, je dis ça parce que moi, j'ai participé à cette opération parce que, en tant qu'enseignant, je suis arrivé dans un poste dans le collège, il était adapté, il avait été fabriqué pour accueillir des handicapés. Donc, d'emblée, je me suis trouvé en phase avec ce milieu et j'ai été surpris par une chose immédiate, c'est que les jeunes handicapés qui venaient en cours d'éducation physique étaient passionnés, étaient volontaires, étaient empreints d'une dynamique de vie extraordinaire, de la même manière que les parents qui les accompagnaient. Donc il y avait là quelque chose qui m'a extrêmement surpris au début. Je m'attendais à plutôt du retrait, du recul, et en fait il y avait un engouement formidable. Et j'ai terminé ma carrière dans un autre établissement où on menait des opérations vis-à-vis des handicapés en relation avec des IMP. Des classes de seconde accueillaient des jeunes handicapés d'IMP et leur faisaient vivre des séances d'éducation physique. Et là encore, les témoignages aussi bien des valides que des handicapés rendaient compte tous d'une expérience fantastique de vie et d'affrontement à des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de vivre. Donc, quand la FGT m'a fait signe pour dire « veux-tu participer à ce travail ?» Naturellement, j'étais prêt, j'étais sensibilisé à ça, et d'autant qu'il s'agissait d'un travail collectif, large, ouvert, dont l'idée reposait sur l'opportunité que pouvait représenter l'existence des JOP pour donner place, toute place, et une meilleure place encore au monde du handicap. Et donc, ce travail collectif débouche aujourd'hui sur cette charte, après un long travail, mais surtout, on voudrait que ça ne soit pas un coup, c'est-à-dire qu'il y ait les JO et puis terminé. On voudrait que cette charte constitue un véritable outil à la disposition de tous celles et ceux qui veulent s'en servir, et dans l'idée de réalisation commune les plus multiples, les plus variées et les plus nombreuses possibles, avant, pendant et après, bien sûr, les JOP de Paris. Donc, c'est accueil et accompagnement, bien sûr, mais pas seulement pour la période des JO, mais bien avant et bien après aussi. Voilà, merci. Alors, merci beaucoup de ces belles introductions. Donc, on voit effectivement que le rôle de notre charte est de pousser un message, mais aussi de modifier les pratiques en vue des Jeux Olympiques, mais surtout aussi dans la pérennité, dans l'héritage des Jeux Olympiques. Alors, pourquoi avoir fait finalement une charte? Pourquoi avoir travaillé sur ce format de la charte? On aurait pu travailler sur différents types de documents, sur d'autres types d'événements. On s'est dit que la charte était un bon moyen, puisque finalement, c'est pas une fin en soi, de dire voilà, il faut respecter l'autonomie, il faut donner confiance, il faut être dans une logique, non peut-être pas de performance, mais d'opposition féconde, parce que dans le sport, il y a toujours une logique d'opposition, parfois entre deux équipes, ou de performance individuelle. Mais comment rendre cette opposition-là féconde, par exemple dans le sport partagé? Et finalement, une charte, c'est un point de départ en termes de réflexion. Vous pouvez prendre la charte et regarder un article sur l'autonomie et se dire, ben voilà, comment, moi, dans mon cours d'EPS, comment, dans mon établissement médico-social,
comment, dans mon club sportif de proximité, est-ce que je respecte l'autonomie des personnes, comment je les fais participer, comment je leur donne confiance en elles, comment je peux les accompagner dans la pratique, comment est-ce que je peux les accompagner dans la performance, si leur volonté c'est de se dépasser. Peut-être que leur volonté c'est pas de se dépasser, mais c'est le lien social, c'est l'amitié qui peut se créer dans une idée de loisir. Donc il y a différentes dimensions du sport. On a essayé d'intégrer ces différentes dimensions dans cette charte. Et donc cette charte, si vous la prenez, vous l'ouvrez, et c'est en fait un monde de réflexion qui va pouvoir s'ouvrir à vous, mais de réflexion incarnée sur le terrain. Voilà. C'est pas une fin en soi de se dire oui, j'ai bien lu toute la charte, je respecte toutes les règles, tout est bon pour moi. Mais c'est à chaque personne, comment est-ce que je respecte l'autonomie de cette personne? Comment est-ce qu'on va plus loin dans l'accompagnement de cette personne, etc. Donc on est vraiment dans cette démarche. Aujourd'hui, je pense aussi à Charles Rosoy, qui parraine la charte, qui n'a pas pu être malheureusement parmi nous, mais qui nous accompagne et qui va encore nous accompagner. Et puis à d'autres personnes qui ne peuvent pas être présentes aujourd'hui parce qu'elles ne sont soit pas dans la région parisienne, soit ont des rendez-vous importants, comme Jean-Pierre Garel, Cyril d'Orléans, qui sont des enseignants d'EPS et des chercheurs aussi en STAPS, et puis bien d'autres qui nous ont accompagnés dans cette démarche et auxquels on pense aussi aujourd'hui, qui font partie de l'équipe